Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'enquête ACPR dédiée, on va dire, à la lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le privilège d'accueillir Grégoire Dupont, notre directeur général. Bonjour tout le monde, bonjour Ali, bonjour Marc. Et Marc Hendel, juriste intermédiation au sein de la fédération. Alors, pour commencer, on va faire un petit topo un peu sur cette enquête qui vient d'arriver. Et là, c'est Grégoire qui va un peu nous préciser les contours de cette dernière. Alors, il s'agit d'une enquête LCBFT de l'ACPR qui concerne les courtiers en assurance et accessoirement, vous n'êtes pas concernés, les courtiers en opération de banque. Donc, il s'agit d'une enquête de l'ACPR, l'autorité de contrôle, sur la lutte contre le blanchiment, on y reviendra. Donc, sont concernés les professionnels qui sont courtiers en assurance. Un agent qui n'est que agent, qui ne fait pas de courtage du tout, n'est pas concerné. Donc, c'est bien votre qualité de courtier qui fait que vous êtes concerné par cette enquête. Vos activités bancaires, certains réseaux en ont, ne sont pas concernés par cette enquête. Vous n'avez jamais la qualité de courtier en opération de banque. Vous avez d'autres qualités de mandataire en opération de banque et services de paiement. On verra au fil du questionnaire, Marc vous le présentera, il faudra prendre en compte ces éléments en termes de chiffre d'affaires, mais vous n'êtes pas du tout en situation d'être qualifié de courtier en opération de banque. Alors, cette enquête de la CPR est une enquête périodique. La dernière a eu lieu il y a 2 ans, il y en avait une autre il y a 4 ans. Donc, c'est une enquête qui vise à avoir des remontées statistiques et des connaissances terrain pour la CPR. En effet, la CPR est auditée par des organismes internationaux pour savoir si, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le secteur financier, au sens large, respecte bien les exigences et engage bien les diligences à effectuer. La lutte contre le blanchiment, c'est bien sûr autour de l'épargne, les enjeux autour de l'origine des fonds et la destination des fonds. Donc voilà, je pense que vous l'avez naturellement en tête au titre de ceux qui font de l'épargne ou de la retraite, mais c'est aussi, même si ça peut paraître plus bizarre, enfin moins immédiatement logique, c'est aussi la partie dommage, avec la même approche d'origine de fonds et de destination. Évidemment, c'est plus compliqué à appréhender, mais retenez bien que c'est bien les deux domaines, et épargne et assurance dommage, avec une série de diligences à effectuer dont on va revenir. Alors, la grande question sur cette enquête, c'est est-ce obligatoire ou non? C'est une enquête à visée statistique de la CPR, ce n'est pas un contrôle. Si malheureusement vous êtes soumis à contrôle, là il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas un mail que vous recevez, c'est une lettre recommandée avec une série de documents, avec une demande de rendez-vous, etc. Donc on est bien dans le périmètre d'enquête de la CPR. Alors, est-ce que je suis obligé de répondre? En soi, ne pas répondre à cette enquête n'est pas un caractère fautif. C'est une enquête. Bon, c'est toujours la même chose. Quand c'est le gendarme qui vous demande quelque chose, vous avez tendance à obtempérer. C'est la même chose. Si la CPR vous demande des informations sur votre activité, la recommandation d'AGA, c'est d'y répondre. Même si les réponses vous paraissent pas satisfaisantes, même si vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas forcément, semble-t-il, au niveau attendu, notre conseil, notre recommandation, c'est de répondre. Ensuite, la question, c'est si je réponds mal ou si je ne réponds pas, est-ce que je vais être contrôlé par la CPR? Déjà, retenez que si vous ne faites rien, vous pourrez vous faire contrôler. Si vous répondez bien, vous pouvez vous faire contrôler. Si vous répondez entre guillemets mal, vous pouvez vous faire contrôler. Donc, ce n'est pas discriminant. Donc, répondez le plus honnêtement possible. N'inventez pas des réponses et répondez. Peut-être j'en profite pour faire un petit focus sur les contrôles de la CPR, donc les vrais contrôles avec lettres recommandées, visite sur le terrain, etc. Le rapport annuel de la CPR de 2024 vient de sortir sur les pratiques commerciales, la commercialisation, la relation avec la clientèle, etc. Il y a eu 91 contrôles de la CPR l'année dernière sur 60 000 intermédiaires en assurance et en opération de banque, environ 600 assureurs, environ 300 banquiers. Donc, le nombre de contrôles demeure extrêmement raisonnable. Autre chose que je peux vous préciser, c'est qu'on a un certain nombre de rencontres avec la CPR régulières. Vous n'êtes pas, les agents généraux d'assurance, dans la cible
de la CPR en termes de pratiques déloyales ou de pratiques inappropriées pour les clients. Donc voilà, sachez-le. Ceux qui sont dans la cible pour la CPR, c'est les acteurs qui font du démarchage financier, certains courtiers sur des populations plus fragiles, les distributeurs de conventions obsèques. Voilà, c'est ceux-là qui sont vraiment dans le viseur parce qu'on sait qu'il y a des pratiques inadaptées pour les clients. Mais je vous rappelle, même si ce n'est pas obligatoire strictement, nous vous recommandons de répondre honnêtement. Alors, en cas de non-réception de l'email, qu'est-ce que je fais? Alors, un aspect très pratique, c'est une enquête individuelle. Ils ont récupéré les données de l'ORIAS, donc c'est l'adresse mail de référence que vous aviez donnée à l'ORIAS, donc une convention tout à fait légitime et régulière entre l'ORIAS et la CPR, donc vous le recevez sur l'adresse mail de référence. Jetez un petit coup d'œil dans vos spams quand même. Il y a plusieurs vagues qui sont prévues. Donc, vous l'avez reçu à différentes dates, et si vous ne l'avez pas reçu, ne faites rien, puisque dans l'email, on vous le montrera tout à l'heure avec Marc, d'invite à répondre, vous avez un numéro de référence qui provient de la base de données de la CPR pour qu'ils puissent faire leurs statistiques. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, si vous dites je vais aller sur le site, je vais répondre par moi-même, etc., vous aurez une case qui vous manque. Donc, si vous n'avez rien reçu, regardez vos spams, ne faites rien. Ça veut dire qu'on n'a pas une certitude totale qu'ils interrogent tout le monde. Peut-être que leur système informatique est défaillant. Peut-être que les systèmes de votre compagnie, si c'est le reste compagnie, ou de votre fournisseur d'accès, si c'est un spécifique, sont très serrés, parce que là, c'est des dizaines de milliers d'emails, donc ça a été spammé ou retiré. Mais donc voilà, si vous n'avez pas reçu, ne bougez pas. Essayez juste de regarder vos spams périodiquement jusqu'à mi-juillet, mais c'est tout. Le calendrier. Merci. Alors, je vous coupe, Grégoire, parce qu'en effet, on avait pas mal de questions sur j'ai pas reçu, j'ai reçu, je fais moins de 2% de courtage et autres. Donc, si vous avez reçu, vous répondez. Oui. Si vous n'avez pas reçu, vérifiez vos spams. Et s'il n'y a rien non plus dans les spams, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la vague et pas concerné. Tout à fait. Alors, sur le calendrier, dans les documents de la CPR, il y a, Marc en parlera, on a une FAQ sur le site d'Azov, ils annoncent le 10 juillet. On a reçu de votre part pas mal de mails d'agents nous disant, de courtiers qui sont aussi agents. La date, on a aussi une autre date au 31 juillet. Donc, comme c'est une enquête finalement individualisée, c'est l'email que vous allez recevoir comprend une date limite. Donc, si vous avez 10 juillet, vous répondez au 10 juillet. Si vous avez au 31 juillet, vous répondez au 31 juillet, tout simplement. Donc, a priori, on a deux dates, 10 juillet ou 31 juillet. Après, des relances sont prévues. Et si c'était le cas il y a 2 ans, s'il n'y a pas assez de répondants, la CPR peut redonner du délai. Notre conseil, c'est vraiment répondez maintenant, vous êtes dessus, vous êtes au webinaire, vous avez commencé à avoir vos petits chiffres, etc. Vous aurez toutes les informations par Marc tout à l'heure. Donc, répondez maintenant, attendez pas. Alors, vous faites bien de nous dire qu'il y a des relances parce qu'en effet, il y a des agents qui nous disent j'ai supprimé, j'ai pas fait attention, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a bien des relances qui vont être envoyées. On a eu les équipes de la CPR qui s'en occupent la semaine dernière. Il y aura des relances autour de mi-juillet. Donc, c'est plutôt, si mi-juillet, c'est plutôt le 31 juillet qui sera vraiment soumis en exigence. Donc, voilà. Super. Vous anticipez les questions. Voilà pour les aspects principaux. On vous propose maintenant de passer sur le détail un petit peu. Très bien. Voyons en détail le questionnaire. On va commencer par le début. La première question. Il faut que tu affiches ton questionnaire. Tout à fait. Est-ce que tu as l'intitulé du mail également? On me le demande au cas où. Tu l'as ou pas encore? Pardon Marc, je suis désolée. Peut-être l'intitulé du mail. J'aurais pas forcément. On va regarder, on va y revenir. Continue sur le questionnaire et puis on y reviendra. Alors, normalement, vous devez voir à l'écran le questionnaire commenté avec les commentaires d'AGA. Commençons par la première question. Alors déjà, peut-être faisons une précision. Il faut garder les captures écran que vous pouvez faire parce que dans le processus en fait comment dire
remplissage, si je puis m'exprimer ainsi, du questionnaire, il n'y a pas de copie qui vous sera renvoyée. Donc, c'est à vous de vous préconstituer la preuve selon laquelle vous avez rempli le questionnaire et puis vous pourrez le mettre dans votre classeur ACPR. La première question qui peut nous intéresser, c'est celle de savoir si vous devez simplement répondre à la question A et à ce compte-là, vous n'avez plus d'autres, vous n'avez rien à remplir d'autre. C'est simplement sur le chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez été inscrit en tant que courtier à l'ORIAS? Est-ce que vous avez fait un chiffre d'affaires dans l'année? La question 3, on peut s'arrêter aussi là-dessus, c'est est-ce que vous exercez en société en participation ou non? Donc, l'exercice sous forme SEP n'est pas visé à la question 3. Peut-être Marc, à ce moment-là, si vous exercez à 2 en SEP, vous avez, et si vous avez reçu une mail, vous avez 2 questionnaires à remplir. Oui, c'est ça. Voilà. Ils ne prêtent pas en compte l'exercice collectif particulier pour l'exercice agent. Donc, c'est vraiment les numéros ORIAS qui font référence et non pas la structure économique SEP. Alors, juste avant que tu continues, donc on a regardé, c'est bien l'adresse émettrice, c'est l'ACPR et l'intitulé, c'est ACPR, formulaire, enquête, courtier 2025. Comme ça, okay. Voilà. Et ça vient de la Banque de France, ACPR, Banque de France. On a déjà eu des questions sur le fait de savoir est-ce qu'on doit répondre oui à la question 4 si on a des MIA. En fait, la question de l'animation d'un réseau de distribution ne vous concerne pas. Il faut répondre non, clairement. Et si vous avez des MIA, il faut vous référer à la question 44. La question qui a eu on va dire, sur laquelle il y a eu le plus d'interrogations, c'est la question 5 sur le fait de savoir est-ce que oui ou non vous êtes exempté légalement par le Code monétaire et financier des obligations LCBFT. En pratique, vous ne le serez pas. Le Code monétaire et financier, c'est l'article R561-4 du Code monétaire et financier, fixe des conditions très restrictives et qui sont cumulatives. On a beaucoup d'agents qui pensent que parce qu'ils font moins de 5% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en courtage ou parce que ils ont très peu de contrats, ils pensent être exemptés. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque la première, pour être exempté, il faudrait que vous puissiez répondre oui à la question 5.1, non à la question 5.2, non à la question 5.3 et non à la question 5.4. Quand bien même vous répondriez non aux questions 5.2, 5.3 et 5.4, dans les faits, vous ne répondriez pas à la question 5.1 par oui. Vous allez répondre par non, puisqu'en fait, votre activité ne consiste pas en tant que courtier à faire que de l'affinitaire, que de l'assurance affinitaire, c'est-à-dire de l'assurance qui va en complément d'un bien. Donc, sans embâche et sans ambiguïté, vous n'êtes pas exempté et vous devez bien, vous êtes bien assujetti à la réglementation LCBFT. Comme le disait Grégoire tout à l'heure sur s'agissant de votre casquette supplémentaire en tant qu'agent, vous êtes aussi courtier, vous pouvez aussi être MOBSPL, c'est-à-dire mandataire exclusif en opération de banque et en service de paiement. Mais sur la question 6, il faudra répondre non applicable parce que vous n'êtes pas courtier en opération de banque et en service de paiement. S'agissant de la question 7, sur le fait de savoir si vous êtes membre d'une organisation professionnelle agréée, ça, il faut tout simplement vérifier si vous avez une structure de courtage avec un numéro ORIAS différent de celui d'agent. Il faut, c'est une obligation pour les personnes qui ont 2 numéros ORIAS, une SARL en courtage avec un numéro ORIAS différent
de celui d'agent. Et à ce compte-là, il faut effectivement adhérer à une association professionnelle agréée par la CPR. Dans tous les autres cas, vous n'êtes pas concerné si vous exercez votre activité de courtage en assurance au sein de votre structure juridique d'agent, entreprise individuelle ou SARL. C'est ça. J'avais la question sur les specs. Ouais, bah ça c'est société en participation, c'est du coup on revient sur la. Les 2 agents reçoivent l'enquête ou seulement un des 2? Bah, c'est possible que les 2 le reçoivent, c'est possible qu'un seul le reçoive. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme toutes les vagues dont on parlait au début. Ok. Et c'est ce qu'on disait, si les 2 le reçoivent, les 2 devront le remplir. C'est ça. S'agissant, oui, on s'est posé la question sur la question 9 de ce que pouvait vouloir dire l'évolution de la structure managériale. En pratique, il faudra répondre non, hein, parce que à moins que vous exerciez votre activité d'agent et de courtier en société de capitaux et qu'un nouvel associé soit rentré au cours des dernières années, il faudra répondre non. S'agissant de la question 14, je vais me mettre sur cette version-ci. Alors, je tiens à préciser que le document que tu nous montres, Marc, il est sur notre site. Parce que j'ai la demande. On a dans la partie actualité, et on l'a mis d'ailleurs dans le carrousel aussi du site sur agea.fr, ce document est accessible et vous pouvez le retrouver ici. C'est ça. Donc moi, je fais une référence dans cette question sur la FAQ de la CPR qui date du 27 mai 2025 et qui donne des précisions sur comment répondre aux questions 14, 14.1, 15 et 16. Parce qu'on a eu ces questionnements de la part d'agents sur le fait de savoir est-ce qu'il fallait prendre en compte, oui ou non, les effectifs agents ainsi que le chiffre d'affaires en tant qu'agent. Et ce que nous répond la CPR dans sa FAQ, les effectifs totaux, y compris ceux de l'activité d'agent général, sont attendus à la question 14. Et le chiffre d'affaires total, y compris l'activité d'agent général, est attendu à la question 15. Donc après, on nous dit qu'à la question 14, il faudra préciser les effectifs employés par l'activité de courtage. Et pour la question 16, donc celle-ci, on va avoir en fait un pourcentage à indiquer. Mon activité d'agent sur mon chiffre d'affaires total, c'est 60% et 40% c'est en courtage, etc. Comme on vous l'indiquait, la 6e ligne fait référence à la qualité de mandataire exclusif en opération de banque et en service de paiement. Si vous exercez en cette qualité, il faudra remplir cette ligne que je viens de surligner, intermédiaire en opération de banque et en service de paiement. On a eu également des précisions sur le montant total des primes au titre de votre activité de courtage. Cette question est relative aux seules primes encaissées en tant que courtier. En pratique, beaucoup d'agents qui pratiquent le courtage ne vont pas faire d'encaissement de primes. Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans la FAQ, on nous précise que, en fait, la FAQ a repris ce que nous, on avait déjà indiqué dans notre guide. Ça, c'est une question qui nous intéresse pas tant que ça. Oui, petite précision de la CPR dans sa FAQ pour que les agents ne soient pas surpris. L'épargne salariale n'entre pas dans l'activité d'assurance. Donc, vous ne le trouverez pas dans ce tableau récapitulatif. Peut-être, Marc, si vous me permettez, on a eu cette question sur, donc c'est des détails assez précis. Faites vos meilleurs efforts pour y arriver, parce que c'est un découpage qui perd forcément les découpages classiques, usuels, etc. Donc faites au mieux, et vous avez une case commentaire à la fin. Si vos outils ne vous permettent pas, en disant bah là c'est approximatif, là j'ai fait ça, etc. Donc n'hésitez pas, parce que
c'est pas toujours évident d'avoir les outils pour sortir précisément le commissionnement. Voilà. N'hésitez pas, faites au mieux. D'une manière générale, on peut rappeler que la dernière question du questionnaire, c'est la question 47, et un champ libre où vous pouvez donner un certain nombre de précisions. Après, il faut nuancer dans le sens où avant, il y avait une limite de caractères qui était de 5000 caractères, ils sont passés à 1000. Donc bon, malheureusement pour vous, voilà, il faut être efficace. J'ai toujours sur le chiffre d'affaires la partie spec en disant est-ce qu'on divise le chiffre d'affaires en deux pour ceux qui sont en spec à deux. On divise le chiffre d'affaires en deux et sur chaque partie, on dit le montant qui est loué au courtage en fait. Il faut regarder selon les statuts. Alors, les specs, des raisons, je ne pense pas que ce soit précis dans les statuts, etc. Donc, on est la forme la plus intégrée d'exercice en commun. Parce que là, vous mettez tout en commun, le portefeuille, le courtage, etc. Donc, si c'est le cas, oui, c'est une bonne idée. Et par contre, ça vaut le coup de le préciser, de dire en commentaire, j'exerce également en spec avec Aurélie, numéro temps, et on a choisi par convention de couper tout en deux. Voilà, ça c'est intéressant. Après, si vous êtes en spec avec non égalitaire, si je puis dire, un agent plus senior, un agent plus junior avec un 75-25, appliquez ça aussi et précisez-le à la fin. Voilà. Là, après, on arrive dans la section 5 sur le dur, LCBFT, avec des questions sur est-ce que vous avez désigné un déclarant TRACFIN, un correspondant TRACFIN, et est-ce que vous êtes enregistré sous Hermès? Nous, alors déjà, on rappelle que c'est une obligation pour tous les assujettis, la réglementation LCBFT, de désigner un déclarant TRACFIN, un correspondant TRACFIN. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Même chose sur l'enregistrement sur la plateforme Hermès. Si vous avez, notamment si vous avez une date limite au 31 juillet, vous avez le temps de le faire. Qui est-ce qu'on désigne, mon cher Marc? Là, en l'occurrence, dans des petites structures comme celle des agents généraux qui font du courtage accessoire, ça va être l'agent général qui va avoir cette double casquette de déclarant et de correspondant. Voilà. Le personnel de votre entreprise a-t-il reçu une formation sur la LCBFT? Là, on revient sur la question 47 de fin où on précise en fait. Je vais peut-être faire un saut directement à la dernière question pour avoir les idées claires. En fait, c'est essayer de rappeler globalement à la CPR le cadre de votre exercice parce que faut bien avoir en tête que ce questionnaire n'a pas été pensé pour les agents généraux qui font du courtage accessoire. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder la FAQ. Il y a une seule question qui traite vraiment de votre particularité, c'est la question 1.7. Je suis principalement agent général d'assurance. Suis-je bien concerné par cette enquête? Mais voilà, ça tient en 5 lignes. Vous n'êtes pas le public cible de première intention. Donc, c'est bien en question 47 à la fin, si vous pouvez le rappeler. Alors, encore une fois, tout dépendra de ce que vous arriverez à caser dans les 1000 caractères, mais ça peut être bien de rappeler, voilà, vous pratiquez le courtage accessoire en complément de votre mandat, votre structure, et que vous avez que vos salariés sont formés à la réglementation LCBFT au regard de vos obligations contractuelles qui vous lient à la compagnie au titre du mandat. Donc, je reviens sur notre partie LCBFT. Donc voilà, ça vous pouvez préciser à la question 47. Autrement, dans le cadre de votre activité, procédez-vous à des entrées en relation à distance? Bon, ça soulève pas forcément énormément de difficultés. Quel est le pourcentage de clients classés à risque élevé? Donc là, si vous n'avez pas forcément trop en tête, je vous invite à relire les articles du Code monétaire et financier qui donnent une liste en fait exhaustive de ce qu'on appelle les PPE, les personnes politiquement exposées. Dans le texte français, personnes qui sont exposées à des risques particuliers, c'est tout un ensemble de personnes qui, de par leur fonction, sont plus susceptibles d'être sujets au blanchiment et au financement du terrorisme. Peut-être Marc sur ce point-là, côté agent, avec normalement le système d'information, les systèmes d'information de vos compagnies
ont cette information. Donc, ça peut être aussi un chiffre en mettant en commentaire. Je ne l'ai pas spécifiquement sur mon courtage, mais sachez que mon portefeuille fait tant. Enfin, voilà. Faites avec les meilleurs efforts, encore une fois, pour avoir l'information. Voilà. C'est député, homme politique, etc. Vous savez, vous le faites en épargne peut-être pour des clients de ce type-là. C'est assez compliqué à identifier. Il n'y a pas de liste de référence, donc vous l'avez en épargne. Donc, ils n'attendent pas non plus un chiffre extrêmement précis, c'est plutôt un peu de volume. Donc, encore une fois, même si vous êtes imprécis, précisez-le que c'est une approximation par extension avec le portefeuille agent. Vous connaissez bien, puisque là, il y a les outils compagnie. De toute façon, on vous rassure, même si on comprend que vous, agent, soyez assez stressé, mais il faut savoir aussi que les autorités, la CPR, la Direction générale du Trésor, sont conscients que pour des petites structures, c'est difficile sans avoir de liste. Et à ce jour, c'est pas dans les tuyaux d'avoir une liste toute faite qui faciliterait le travail des intermédiaires. Préciser le nombre d'examens renforcés. Donc ça, la notion d'examen renforcé, c'est posée par l'article L560-10-2 du Code monétaire financier, qui prévoit que en cas d'opération particulièrement complexe ou en cas d'opération avec un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, l'intermédiaire doit se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds. Est-ce qu'il s'agit de ressources propres? Est-ce qu'il y a eu un héritage, la vente d'un bien? Et la destination de ces sommes, l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie, donc bénéficiaire effectif. Donc là, il y a une interrogation aussi sur est-ce que vous avez des moyens de détection automatique de clients qui font l'objet de mesures de gel des avoirs. Si vous avez des solutions type BCLM, etc., vous avez des automatismes qui sont mis en place dans ce service-là. Il y a des options sur ceux qui ont le classeur ACPR, BCLM, il y a l'option en fait, en effet, pour détecter ces clients-là. Mais il faut l'avoir activé. C'est ça. Et puis... Oui. Ensuite, est-ce que votre entreprise recourt au mandataire suivant? Donc là, vous avez, on parle de mandataire d'intermédiaire d'assurance, essentiellement pour vous. Il faut avoir en tête que les MIA que vous pourriez avoir, la question vous intéresse seulement si les MIA distribuent des produits que vous avez en courtage. Donc, encore une fois, là, on se rappelle courtage accessoire, donc dans les limites du mandat. Et voilà, on a déjà fait le tour. Alors, il y a les agents qui aimeraient que tu reviennes sur la question 7. Question 7. Ça ne te dérange pas, je suis désolée, je n'ai pas en tête cette question. Donc sur la question des associations professionnelles agréées. Oui, on me dit qu'est-ce qu'il faut répondre. Donc voilà. Bah, si vous faites du courtage. C'est simple, si vous avez deux numéros ORIAS différents, un pour votre activité d'agent, un pour votre activité de courtage, le principe c'est que vous êtes censé être adhéré à une association professionnelle agréée. Ça, c'est le principe. Après, dans les faits, c'est à vous de voir si vous êtes inscrit, si vous avez adhéré ou pas. Dans le cas seulement si vous avez deux numéros ORIAS différents. Si vous avez un seul numéro ORIAS, vous n'êtes pas assujetti à cette obligation. Et donc là, on répond. Donc là, on répond. 95% des agents vont être en non. Ouais. Voilà. Du coup, on me redéfinit bien parce qu'en effet, il y en a reçu, pas reçu, les données qu'utilise la CPR pour envoyer cette enquête. Grégoire, vous pouvez me certifier que c'est l'ORIAS. Oui. C'est les données ORIAS. Donc, les mails détenus par l'ORIAS ont été transmis et c'est cette même adresse mail qui va recevoir. Tout à fait. C'est les données de l'ORIAS. J'ai bien entendu en tête qu'en effet, il y a les anciens agents Aviva qui ont des adresses abeilles et autres. Donc, c'est l'adresse mail détenue par l'ORIAS. Et là, c'est vous qui savez mieux que quiconque. Vous pouvez aller regarder sur l'ORIAS avec votre compte personnel, vérifier l'adresse de référence, mettre à jour. Je ne pense pas que, par hypothèse, dans les agents ex-Aviva, si vous faites une mise à jour à l'ORIAS,
ce matin. Je ne pense pas que ce soit transmis à la CPR pour voilà. C'est fichu s'il se trouve que c'est une vieille adresse pour le reste. Mettez à jour à l'ORIAS, ça mange pas de pain pour la prochaine. Après, on me demande si tu peux revenir sur la question 16 et bien préciser. Donc, normalement, on coche sauf exception, courtage avec son pourcentage et agent avec son pourcentage. Oui. Et si vous avez d'autres qualités, notamment mandataire exclusif en opération banque et services de paiement, il faudra mettre aussi un pourcentage sur cette ligne-là. Ok. Alors, on me demande ça, je ne sais pas sur quelle partie, mais à titre personnel, doit-on intégrer les conjoints collaborateurs non rémunérés? Dans les effectifs, j'imagine que la question oui, je pense que c'est ça. Équivalent temps plein, nombre de ATP. La personne participe à l'activité de l'agence. Enfin, si la personne participe à l'activité de l'agence, oui, son statut n'importe pas. Voilà, donc oui, la personne doit être dedans. Après, on me demande de revenir sur les questions 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Alors, il n'y a pas de question 6.1, 6. Ah, j'imagine que ça doit être 5. Ça doit être, j'imagine, les questions sur l'exemption. Ouais. Et est-ce qu'il y a une question précise ou est-ce qu'il faut juste revenir? Il faut que tu réexpliques. Okay. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, en fait, le principe, c'est que le Code monétaire financier dresse une liste de toutes les personnes qui sont assujetties. Au titre de cette liste, les agents généraux ne sont pas assujettis, mais les courtiers le sont. Vu que vous êtes agent qui pratiquez du courtage accessoire, vous êtes assujetti au titre, légalement, j'entends, vous êtes assujetti légalement au titre de votre qualité de courtier. S'agissant de votre qualité d'agent, la réglementation LCBFT que vous mettez en œuvre tous les jours, c'est via le mandat, vous êtes délégataire de votre mandante qui, elle, est assujettie légalement. Ça, c'est le principe. Après, le Code monétaire financier permet une exemption et pour que cette exemption fonctionne, il faut que un certain nombre de conditions cumulatives soient remplies. Elles sont posées par l'article R 561-4 du Code monétaire et financier. Donc, le courtage d'assurance doit représenter moins de 5% du chiffre d'affaires total. Le courtage d'assurance doit représenter moins de 500 000 € de chiffre d'affaires total, doit être limité aux clients de l'activité principale. En fait, c'est sur la question 5.1, d'ailleurs on le met, la condition posée par l'article 5.1 n'est jamais remplie. C'est sur cette... Voilà, là, je cite le questionnaire. L'activité de courtage d'assurance de votre entreprise consiste-t-elle uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure aux seuls clients de votre activité professionnelle principale des contrats d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale. La formulation n'est pas forcément des plus limpides, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vise l'assurance affinitaire. Et en l'occurrence, il n'y a aucun agent dans les faits qui se retrouvera à faire du courtage accessoire sur de l'assurance affinitaire exclusivement. L'exemple des agents immobiliers, merci Marc, est aussi éclairant. C'est-à-dire que c'est bien un professionnel qui a la sécurité vend autre chose, du matériel IFI, un téléphone, Darty par exemple, et vend de l'assurance perte-vol du téléphone. Mais il y a bien vente du téléphone. Il y a vente du bien immobilier pour l'agent immobilier. Or, vous n'êtes jamais dans cette situation-là. Vous ne vendez pas un produit ou un service avec accolé un contrat d'assurance. Vous vendez un contrat d'assurance, comme agent d'ailleurs, et comme courtier. C'est votre activité principale, c'est la distribution d'assurance. Ouais. C'est la notion de complément. Alors ensuite, on me demande la différence entre la question 17 et 17.1. Alors, quel est le montant total des primes collectées en 2024 au titre de votre activité de courtage?
17.1, dont montant ayant transité par les comptes de votre entreprise au titre de votre activité de courtier d'assurance en 2024. C'est ce qu'on disait, c'est que certains courtiers, ne vont pas encaisser les primes. Donc, il ne va pas y avoir de flux financiers sur leur compte personnel. D'accord. Dit autrement, sur la 17, si vous travaillez par exemple avec des grossistes, vous avez eu une collecte totale de primes que vous avez initiée de 20 000 euros, mais en fait, dessus, vous avez 15 000 euros qui ont été par des grossistes. Donc là, vous n'avez pas, les fonds n'ont pas transité par vos comptes. Par contre, vous avez 5 000 euros, effectivement, avec une telle compagnie particulière, où là, vous avez encaissé en votre nom les comptes. Donc, on aurait, dans mon exemple, 20 000 à la question 17 et à la question 17.1, 5 000. Il n'y a que 5 000 qui sont passés par votre compte. Alors, on me demande, doit-on décomposer les commissions selon les parts détenues par chaque URL? Là, on revient sur la question de la SPEC, sur la question 3. Quelque chose, 3.1. On revient sur cette question-là. C'est vraiment deux entreprises différentes. Donc, oui, même si vous pensez une entreprise, vous le gérez comme une entreprise de quotidien, juridiquement, c'est deux entreprises. Donc, c'est comme l'exemple qu'on avait donné de dire, si vous êtes à 50-50, vous prenez tous vos chiffres, vous les coupez en deux, vous les mettez dans le formulaire de Grégoire, dans le formulaire de Relique. Si vous êtes dans l'exemple, c'est quoi? C'est un tiers? Non, il n'a pas donné d'exemple. C'est le pourcentage. En fonction des parts. C'est en fonction des parts, tout à fait. C'est ça. C'est de répartition de portefeuille. Donc, vous avez donné l'exemple 75-25. Si c'est 66-33, oui, tout à fait. 60-40. Voilà, comme ça, vous faites ensemble tous les deux. Et vous répartiez 60 Aurélie, 40 Grégoire. Et vous le précisez dans le commentaire. Oui, tout à fait. Alors après, on me demande si tu peux revenir, en effet, que doit-on répondre? Alors, on me précise les questions. Je suis désolée, Marc, il va un peu 41.1. 41.1. Avez-vous recours à un outil automatisé de détection des clients faisant l'objet des mesures de gel des avoirs? Sinon, décrire votre dispositif permettant de détecter les clients faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Là, pour le coup, la réglementation vous oblige, en fait, est très exigeante et nécessite d'être capable de mettre en place des procédures qui permettent d'identifier les PPE, d'identifier les bénéficiaires effectifs, en fait, d'identifier tous les signaux faibles qui vont vous faire dire où là, cette opération, elle peut être dangereuse, il faut que je fasse peut-être une déclaration de soupçon ou que je mette en place une vigilance renforcée qui va entraîner une actualisation plus fréquente des données. C'est à vous, en fait, en tant que courtier, contrairement à votre qualité d'agent où là, vous suivez les directives de votre mandante via le mandat. Là, en tant que courtier, c'est à vous, en fait, d'être à l'initiative et de mettre en place ces procédures. On se rend bien compte que dans les faits, c'est très difficile et c'est très chronophage. Et c'est pour ça que, en fonction de votre volume en fait d'affaires en courtage, on vous recommande de faire appel en fait à des solutions payantes, pour en fait vous décharger de cette. Si vous voulez vraiment être dans les clous et être vraiment à jour de la réglementation. Donc là, en l'occurrence, si vous n'avez pas de solution payante là-dessus, vous n'avez pas fait appel à un cabinet d'avocats pour vous aider sur votre conformité, c'est non. C'est non. Et à ce compte-là, si vous ne l'avez pas mis en place, on vous invite à le faire. Après, ça sera peut-être compliqué d'ici le 10 juillet ou même le 31 juillet, mais... Vous pouvez avoir un élément de réponse. Vous avez dans l'informatique agence, vous avez ces outils-là. Et une partie de votre courtage est maillée. Donc, ça vaut le coup peut-être choisir à ce que vous mettez en commentaire de dire j'en ai pas pour le courtage, parce que l'écrasante majorité des agents, c'est que les courtiers qui ont un volume très significatif qui utilisent ces outils de courtier vont dire j'ai pas de structure automatisée, j'ai pas d'autres dispositifs, mais
ou préciser à la fin, de dire mais en fait, mon courtage accessoire, c'est principalement, majoritairement, peut-être que vous avez un chiffre, je ne sais pas, ce que j'appelle du courtage maillé, c'est-à-dire des agents, agences, compagnies, et puis la compagnie ne veut pas. Si c'est 98% de 90%, bah, ça veut dire en gros, vous vous appuyez sur le système de la compagnie. Voilà, ça peut expliquer un petit peu le fait que vous n'en ayez pas. Et on me demande de préciser le co-courtage. Est-ce que c'est du courtage? Enfin, voilà, Tout à fait, c'est du courtage. Qu'on soit en courtage seul, qu'on soit en co-courtage, que ce soit avec un cabinet captif, que ce soit avec un autre agent qui lui aussi fait du courtage accessoire et qui agirait en tant que co-courtier et qui placerait le risque ailleurs que chez sa mandante, dans tous les cas, vous êtes courtier. Vous êtes inscrit à l'ORIAS en tant que qualité de courtier. Et après, je vais revenir encore une fois sur l'effectif parce que ça pose. J'ai deux questions. Les salariés à mi-temps font-ils partie de l'effectif? J'espère que oui, bien évidemment. Oui. Et l'agent fait-il partie de l'effectif aussi? Ah bah oui, bien sûr. Je me doutais, mais je préfère te laisser. Voilà. Après, j'ai beaucoup de questions, alors très particulières. Un peu sur chaque thème. Question 3.1, 3.1.1. Cela concerne-t-il l'activité principale d'agent général et de ses différences? Alors là, j'avoue. Est-ce que tu as la 3.1? Ouais. 3.1.1, voilà, celle-ci. La question, c'est? Elle est là. Cela concerne-t-il l'activité principale d'agent général et de ses différences et de ses références, pardon. Références, là, ce serait la 3.1, ça vise, encore une fois, vous n'êtes pas les groupes de sociétés. Hypothèse, une banque ou une compagnie détient un courtier et les dirigeants sont communs. C'est ça qui est recherché. D'accord. Vous, on l'a dit, vous êtes majoritairement dans la situation de répondre non. Et dans ces cas-là, vous ne répondez pas aux questions suivantes. Le seul cas où vous répondriez oui, c'est, voilà, on peut remonter un petit peu. Voilà. Non, on n'en a pas. En fait, là, c'est non. Sinon, de par votre mandat, vous n'avez pas le droit de détenir 4 boîtes de courtage, etc. Oui, sinon c'est oui, contraire à la clause d'exclusivité du mandat. Donc là, c'est non. Donc la 3.1.1, 3.1, c'est non. Et la 3.1.1, bah, vous ne répondez pas. Parce que c'est, comme vous avez répondu non, elle ne s'applique pas. Après, du coup, oui, on revient encore sur les specs parce qu'on dit qu'elles ne sont pas affiliées à l'ORIAS. Donc, du coup, elles ne devraient pas recevoir le… Alors, elles ne reçoivent pas. Ouais, enfin, l'ORIAS, c'est un peu bête, hein, ça dépend de l'adresse que vous avez mis. Voilà. Si vous avez une adresse de gestion pour la SPEC, et si vous avez mis à l'ORIAS pour Grégoire, si on est en SPEC avec Aurélie, l'adresse de la SPEC, bah, l'ORIAS vous l'envoie, mais il faut le redécouper. La SPEC n'est pas inscrite à l'ORIAS, n'a pas de numéro ORIAS, donc il n'est pas concerné. C'est une particularité de votre profession, mais non. Alors après, on me met dans le cas où nous avons une filiale courtage et que nous n'avons pas reçu de questionnaire sur la filiale, devons-nous renseigner le questionnaire uniquement sur la société objet de l'enquête ou devons-nous cumuler les deux structures? Non, et c'est pour ça qu'on est face à ces questions. Donc là, vous répondez par numéro de sirène. Là, vous avez le numéro de sirène de la structure agent, de ce que je comprends, agent courtier. Donc, faites que ce qui est dans la structure agent courtier. La filiale, vous le recevrez peut-être en juillet ou pas, mais ne cumulez pas. On raisonne par entité juridique distincte, par numéro ORIAS. Alors, on me reparle de la question 3 par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment considère-t-on le lien avec April, qui est courtier grossiste et compagnie aussi? Faut-il indiquer dans cette question? Que faut-il indiquer dans cette question? Si on prend April ou quelques grossistes, vous travaillez avec eux, mais April ne détient pas des parts dans votre société, vous ne détenez pas des parts dans April, vous n'avez pas de c'est du simple co-courtage, mais il n'y a pas de… C'est du co-courtage, mais il n'y a pas, au sens de cette question, il n'y a pas de lien financier, il n'y a pas de mise en commun de biens, c'est un fournisseur comme une compagnie. Donc, pas de particularité pour le co-courtage, sauf qu'il faut bien le mettre dans les chiffres qui sont demandés un peu plus loin, en cumulant le courtage avec des compagnies et le courtage avec des courtiers, dont les grossistes.
Et alors, je le redis parce que c'est vrai que ça n'arrête pas d'arriver, mais sur les je n'ai pas reçu l'enquête et autres, il va y avoir des relances. Si vous avez détruit le mail, il va y avoir des relances, c'est ce que nous a dit la CPR. Et si vous ne l'avez pas reçu du tout, bah, vous n'êtes pas concerné. Donc vraiment, Pas d'inquiétude, voilà. on pourra pas vous reprocher de ne pas avoir On répondu. peut peut-être montrer un mail pour ceux qui Oui. l'ont reçu, ils savent ce que c'est, et ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est vraiment beaucoup de questions sont là-dessus. Donc là, vous allez. C'est pour ça que nous, on a déjà des agents qui nous ont contactés, qui nous ont dit, mais moi, j'ai pas reçu le mail, j'ai regardé mes spams, j'ai rien trouvé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le questionnaire, que je le remplisse et que je l'envoie à la CPR? Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la démarche n'est pas possible au-delà de pas être utile parce que vous ne pourrez pas répondre si vous n'avez pas un code. Et là, vous voyez, vous avez l'enquête qui a été adressée à AGA, puisque AGA Solutions est courtier. Et donc, on a reçu ce questionnaire. Et vous voyez bien qu'on a un numéro d'identification unique que nous avons masqué, mais qui nous permet en fait de répondre à l'enquête. Sans ce code, vous ne pourrez pas répondre. Donc, là-dessus, pas d'inquiétude. Et difficile de vous donner l'adresse exacte qui a envoyé le mail, puisqu'en effet, c'est un numéro et après, il y a marqué enquête courtier @banque de France. Donc, ça doit être des adresses bien spécifiques, mais en tous les cas, il y a bien écrit dedans enquête courtier, c'est bien issu de la Banque de France. Enfin, voilà. C'est des adresses très particulières, donc je pense que vous aurez, enfin, c'est compliqué pour nous en tous les cas de vous donner une adresse fixe. Celle qui était le support de documents qu'on a. Après, on vous la donne vraiment. C'est 2746-enquête-courtier-UT @banque-france.fr. C'est ce qu'on a. Je ne sais pas s'ils ont ils adressent une seule adresse mail pour tout ou plusieurs robots. Retenez quand même la fin @banque-france.fr, qui est l'adresse officielle. La CPR est logée dans la Banque de France, donc c'est pas CPR.fr ou ACPR. Je sais pas quoi. C'est banque-france.fr. Retenez ça si vous avez un doute. Enfin, par rapport à une campagne de phishing dans le même moment. Et enfin, avec le numéro, c'est vraiment la clé, le numéro unique qu'avait montré Marc, c'est vraiment l'aspect discriminant. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai un agent qui me dit, mais moi, si à la première question, je dis que je suis agent, après le reste, je m'en fiche, c'est fini. Je fais plus rien. Là, c'est en fait la première question. Il faut regarder en fait si vous avez fait du chiffre d'affaires dans l'année. Si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires du tout, il faudra cocher la case A. Et oui, on s'arrête. Voilà, après, c'est des questions très pointilleuses et particulières. Donc, si ça vous va, en fait, on va peut-être clôturer là-dessus par rapport à tout ça. En tous les cas, ces documents, ils sont sur notre site, sur la page d'accueil, dans la partie actualité et sur notre carrousel. Donc, n'hésitez pas. Et si vraiment vous avez des questions au cas par cas, on le rappelle, on vous fera un petit message, mais les juristes intermédiation de la fédération sont à votre disposition. Un petit message, un petit mail, ça va plus vite aussi à traiter que d'attendre, parce qu'en ce moment, on ne va pas vous cacher, mais l'enquête les sollicite beaucoup. Enfin, ils sont très sollicités, donc ne pas hésiter à faire un petit mail qui va bien. Alors, pas que à Marc, hein. Ils sont 3 juristes intermédiation. Donc voilà, vous envoyez à AGA et ce sera traité dans les meilleurs délais. N'hésitez pas. On est toujours là pour vous accompagner. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, mais en tous les cas, c'était, je pense, très clair. Et vous avez aidé pas mal d'agents aujourd'hui à comprendre comment répondre et à quoi répondre. Et on le répète, si vous n'avez pas reçu le mail, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes peut-être pas concernés. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention et puis à très vite, enfin à la semaine prochaine, on aura un AGA TV cette fois-ci sur les chiffres de la profession avec l'Observatoire. Donc je vous invite à vous reconnecter la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.